Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui avec la même chemise, mais c'est ce qu'on aime sur cette chaîne d'une certaine manière. Il y a le livre que vous m'avez demandé le plus de lire, le maître de la fantaisie, de la biblite et de la jeunesse. On va commencer par le livre jeunesse qui m'a plu, mais il y a des petits problèmes. Je voulais vous remercier voilà, dès le début parce que vous savez c'est toujours très organisé ces vidéos, je n'écris pas ce que je dis à l'avance. Pour les vlogs, vos retours, parce que là vous allez sûrement voir des livres que j'ai présentés en vlog et que je vais un peu plus expliquer, mais voilà, ça vous a plu donc merci. Voilà, je continuerai à en tourner, comme je l'ai dit, j'en tournerai peut-être tous les 3 mois. C'est pas mon délire d'en faire toutes les semaines on va dire, mais j'ai bien aimé l'exercice. Gardien des cités perdues, héritage de Shannon Messenger chez Lumen, on est sur un tome 8. C'est un tome qui est bien meilleur que le tome précédent. Pour rappel, les gardiens des cités perdues, j'ai l'impression de rabâcher la même chose, mais c'est Sophie. Sophie a 12 ans, elle est en terminale, très en avance. Un jour, elle va au musée d'histoire naturelle, elle se fait enlever par un elfe et on lui dit « Sophie, tu es un elfe !» Voilà. Et voilà, c'est une elfe, mais une elfe particulière, et je vous laisse découvrir, mais elle est plutôt liée à des petits changements, on va dire scientifiques, et elle est la seule elfe avec les yeux marrons. Bref, Sophie a dans les 12 ans et là elle a 15 ans et c'est le gros problème de ce livre, c'est la temporalité. On est au tome 8, comme je disais dans mon vlog, Harry Potter fait 7 tomes, Harry Potter traite quand même de beaucoup de choses, on avance et moi j'ai l'impression qu'on patauge dans cette série. Je vous la compare à Harry Potter parce que cette série est comparée à Harry Potter, le nouveau Harry Potter de la nouvelle génération. Shannon Messenger a un succès de ouf, rendez-vous au Salon de Montreuil et vous pouvez vous rendre compte qu'à chaque fois il a une queue de 5 heures et qu'en plus les livres sont vendus extrêmement vite. Donc Shannon Messenger pour ce tome, toujours les 300 premières pages et 300 dernières pages sont bonnes, le milieu pour moi c'est pas intéressant. C'est assez problématique de vous parler d'un tome 8 parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais il y a une grosse révélation à la fin du tome 7, seul intérêt pour moi du tome 7, et cette grosse révélation a des impacts. Sophie va devoir un peu repasser sur le billard, si je puis dire, et va un peu redécouvrir ses pouvoirs d'une certaine manière. Ce que j'aime bien dans cette série, c'est la relation avec les personnages. Il y a une petite histoire d'amour sympa, c'est très original d'une certaine manière. L'univers, il est totalement inédit. Il y a des licornes, il y a des trolls, tout ça, mais on a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Il y a beaucoup... Là, je trouve que normalement, on a peut-être un point de bascule avec une potentielle suite un peu plus mature, mais voilà, l'essentiel, c'est la création de cet univers qui, pour moi, est très enfantin. Voilà, il n'y a pas tellement de choses sombres. Quand les gens me disent qu'il y a des choses sombres là-dedans, pour moi ça passe pas, tu vois. Mais après, j'ai l'habitude de lire la fantaisie adulte. On a beaucoup de choses qui sont en train d'être creusées sur, je trouve, contexte politique. Voilà, parce qu'il y a les trolls, il y a les elfes, il y a d'autres clans, des trahisons, bref, des manipulations. On a une maman qui est pas cool du tout dans le récit. Au milieu, à chaque fois, j'ai l'impression que Shannon, elle a envie d'étirer ses récits, ils font 800 pages, elle est dans ce besoin de faire des gros pavés, et surtout c'est le genre d'auteur selon moi qui a peur de ne pas réussir avec ses autres séries, donc qui allonge à fond les séries. Ce que je vous dis, c'est que le plus gros problème avec les gardiens des cités perdues, c'est qu'un tome ne correspond pas à un an, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression que les personnages grandissent. Des fois il y a 3 semaines en fait, et je suis en mode mais avançons. Parce que le lecteur, mine de rien, c'est sorti il y a longtemps, et les gamins qui ont commencé à lire ça à 12 ans, peut-être que maintenant ils en ont 17, 18. Et ce qui fait que nos intérêts ils changent. Et normalement les auteurs évoluent aussi avec leurs lecteurs. Et c'est un peu le raté pour moi là-dessus. Mais j'ai quand même hâte de savoir la suite. Le tome 9 sort en 2021. J'espère qu'on va pas partir sur 20 tomes quoi. Je pense que là on peut pas finir la série comme ça parce qu'il y a d'autres choses qui sont lancées, mais 12 tomes ça serait très bien, du genre pas plus, parce que sinon déjà ça prend une place de ouf dans la bibliothèque et j'ai peur que ça soit redondant un moment. Mais l'avantage aussi c'est que je trouve que les méchants sont sympas. Donc voilà. Mais j'ai pas plus de choses à dire là-dessus. Je sais que c'est très aimé. Je la conseille aux jeunes lecteurs, aux adultes. Je sais que le premier tome m'avait pas plu en fait. Et j'avais les 2 premiers tomes dans ma palle, donc j'ai lu le deuxième et c'est comme ça que j'ai plus aimé. Mais c'est vraiment une série où je trouve qu'il y a vraiment des tomes qui sont vraiment pas très intéressants et des tomes intéressants. Donc pas d'autre chose à dire là-dessus. Ensuite, passons au côté caliente de la fantaisie avec Démoniaque de Kelly Armstrong, La Petite Flamme. Quand on voit ça, ces couvertures me font toujours rire parce que t'as toujours l'impression que c'est des livres interdits, tu sais, genre un peu sulfureux, on a des fouets, ce genre de choses, alors que non, Femme de l'Outre-Monde, bizarrement les couvertures sont un peu olé olé pour pas grand chose dans le récit. C'est une série qui est assez difficile à décrire parce que c'est une série
particulière, c'est-à-dire que les tomes, en général, on change de personnage. Mais dans le même univers, c'est pour ça que ça s'appelle Femme de l'Outre-Monde. Les premiers tomes, et je vais juste vous parler de l'histoire principale parce que franchement c'est le personnage qu'on suit le plus. On suit Elena, Elena est très jolie, Elena est très sympathique et Elena est sortie avec un loup-garou. Et un jour, il y a un petit accident, Clay, oui c'est Clay, pète un câble à mort et normalement elle doit décéder parce que les femmes ne survivent pas à la transformation qui est beaucoup trop brutale, sauf Elena. Elena se réveille, elle fait wow, je suis la seule loup-garou du monde et voilà, elle fuit un petit peu et elle va devoir rejoindre une meute et voilà, une histoire d'amour. C'est plutôt de l'action que des enquêtes, même s'il y a toujours voilà, des meurtres à résoudre d'une certaine manière. C'est une série que j'aime bien parce que tous les personnages, au fur et à mesure, tu t'attaches, tu vois, la meute c'est hyper fraternel, bref, tout. Il y avait cette Elena que j'adorais, il y avait Paige la sorcière que j'ai beaucoup aimée, je trouve que son couple est vraiment bien. Et après, il y avait une voyante qui avait dans les 45 ans et j'ai eu du mal à m'identifier au personnage. Parce que voilà, elle a le double de mon âge, donc je pense que c'est ça, c'est que j'ai pas encore passé par cette étape de ma vie, donc j'ai un peu de mal. J'essaye de me projeter, mais c'est pas facile. Et j'avais beaucoup d'espoir en démoniaque parce que c'est le personnage de Hope. Et Hope, c'est la fille de Lucifer, donc tu te dis, c'est super, j'adore la mythologie des démons, tu vois, en général c'est des personnages que je trouve hyper drôles, tu vois, Succubus, il y a ce côté-là aussi, tu vois, les enfers, en général c'est des personnages, c'est toujours un peu explosif, et en fait, Hope, on l'a décrit comme étant assez mauvais, c'est un démon, mais pas vraiment, l'histoire d'amour, je trouve qu'elle est assez ratée, pourtant ça promettait, l'enquête est pas très réussie, c'est un truc de gang, j'ai trouvé ça assez ennuyant, j'ai acheté le tome 9, qui est encore sur Hope, j'espère que ça va rattraper, mais je pense qu'en fait je n'aime pas le personnage, et c'est une série vraiment qui s'essouffle, donc en fait je conseille, je crois que c'est les 6 premiers, je conseille les tomes sur Elena et Paige qui sont très très bons, et voilà, qui parlent de sa fille Savannah, et moi je pensais qu'on allait parler un peu de Savannah aussi, et c'est pas le cas. Donc déception, et c'est dommage, parce que ça réunit les créatures fantasy, un peu des enquêtes, tu vois la couverture, je crois que c'est celui avec le moins de olé olé dedans, et pourtant c'est pas une série qui laiterait dans mes souvenirs. Et en général je saute les passages, donc beaucoup de flammes pour pas grand chose on va dire. On est sur des lectures bof bof, mais là nous allons passer à 2 chefs-d'œuvre les gars, vous êtes pas prêts. Le dernier, c'est Brandon Sanderson, mais on se calme, il y a son daddy qui est avant. Tolkien, Contes et légendes inachevées, l'intégrale. Ce livre était depuis longtemps dans ma bibliothèque, je ne voulais pas le lire au début, comme j'expliquais, je ne veux pas finir Tolkien à 26 ans. Pour plein de raisons qui me sont personnelles, et même si des gens ne comprennent pas, je n'aime pas forcément relire mes livres, je suis le genre de lecteur qui aime découvrir, et relire ça ne m'intéresse pas toujours. Christopher, son fils, est décédé, ce qui fait qu'il va y avoir un ralentissement, je pense, de la publication. Bon, je suis désolée, ça a coupé, je sais pas pourquoi la caméra n'a pas voulu enregistrer Tolkien, donc nous sommes le lendemain. Je vous parle donc des Contes et légendes inachevées, c'est en intégrale chez Pocket. C'était tellement bien. Le seul truc qui est frustrant dans la lecture, et un peu le seul point négatif, c'est que c'est parfois inachevé. Pour vous faire clair, c'est découpé en âges, donc tu as des âges avant le Seigneur des Anneaux, avec Tuor et Gondolin qui ont été un de mes textes préférés, très frustrant à la fin, parce que Gondolin ça me fascine, et qu'on n'a pas toutes les clés, il a une quête. On a les enfants du Rhin, Tuor est lié par le sang à cette famille. Bref, c'est un texte que je vous recommande, là je l'ai pas relu parce que c'est exactement presque la même histoire, donc j'avais envie de lire autre chose, j'étais tellement dans l'attente de lire autre texte de Tolkien que j'ai pas relu Les Enfants du Rhin. Le second âge, on a une très belle histoire d'amour entre Erendis et Aldarion, c'est tragique, c'est vraiment le genre d'histoire que Tolkien sait très bien décrire, parce que d'un côté on a Aldarion qui veut être sur la mer, sa vie c'est d'être navigateur, et de l'autre côté sa femme qui elle déteste la mer et qui ne peut vivre que sur terre. Bref, il y a aussi leur fille dans l'histoire. On a tout un chapitre dédié à Numénor. Bref, c'est hyper intéressant avec des lignées, tout ça. Si t'aimes vraiment Tolkien dans le sens, t'adores tout ce qui est recherche, jusqu'où il a poussé la réflexion, c'est typiquement le genre de choses qui peut t'intéresser. Ensuite, on a l'histoire de Galadriel et Celeborn. Et c'était intéressant, mais en même temps j'étais un peu frustrée parce que c'est des choses dans la globalité que je savais déjà et que j'avais envie de savoir beaucoup plus de choses sur le personnage. Ensuite, on a le troisième âge qui correspond un peu plus au Seigneur des Anneaux, donc avec les dissensions entre le Rohan et le Gondor par exemple, ce qui explique leur ancienne amitié, bref, tout ça. On a la bataille du Champ d'Iris qui est magnifique. On a l'expédition d'Erebor. Alors ce chapitre a été très utilisé pour l'adaptation du Hobbit. On voit Zog le Profanateur, on voit Thorin et fils de Trahin je crois. Bref,
tout ça, la bataille. La quête de l'anneau, voilà, Isildur, machin. On a vraiment là ici beaucoup de compléments sur l'époque Seigneur des Anneaux. On va dire que là on parle plutôt de siècles, des choses. Le Hobbit ça se passe avant, comme vous le savez, Bilbo est plus âgé que Frodon. Mais ça reste dans le même âge on va dire. Et la quatrième partie ne correspond pas à un âge mais correspond par exemple à la description des Istari, description de personnages importants du monde de la Terre de Milieu. Les contes et légendes inachevés, c'est vraiment un texte que je recommande. Il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire que c'était beaucoup plus dur que le Silmarillion, alors je suis pas d'accord, je trouve ça beaucoup plus simple de lecture que Silmarillion. Voilà, si vous avez peur de lire le Silmarillion, peut-être lire Contes et légendes inachevés. Je les trouve plus abordables selon moi dans sa construction, dans comment est amené les récits, tout ça. Bref, et en même plus, il y a des commentaires de Christopher Tolkien, donc le fils de Tolkien, sur par exemple le récit de Tuor, où on a eu encore des fragments après, mais c'est tellement des fragments disparates qu'on peut pas les mettre en texte. Donc voilà, c'est un super travail d'édition, c'est un super livre, et j'étais très heureuse de le découvrir. Encore un Tolkien que je viens de finir, il m'en reste plus tellement, et là j'ai vraiment envie de lire son essai sur Beowulf. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de lire des trucs sur Beowulf en ce moment. La mythologie nordique, ça me revient. Du genre, j'ai lu les Dames poétiques il y a peut-être 1 an, et je pense que j'ai envie de redécouvrir des choses. Donc, on verra bien le prochain que je lirai. Et enfin, alors, parlons du roman très important, je ne sais pas comment l'aborder. Brandon Sanderson. Alors, Brandon Sanderson, je vous jure, je reçois minimum 5 messages par semaine en me disant... Il faut lire Brandon Sanderson, ça c'est sympa, du genre « Oh, est-ce que tu l'as lu? Je te le conseille. » Ah, t'as pas honte de pas lire Brandon Sanderson. Donc Brandon Sanderson, j'étais pas partie vraiment très bien avec cet auteur, je n'avais pas envie de le lire, mais le confinement a fait qu'il ne restait plus rien à lire. Donc j'avais eu l'Empire Ultime en fait en occasion. C'est le premier tome de Mistborn, Fils des Brumes, bon bref. Alors, je vais poser tout de suite ça, parce que pour beaucoup de gens, c'est leur livre préféré. Brandon Sanderson, c'est le meilleur auteur de fantasy. C'est un très bon auteur de fantasy, mais pour ma part, je pense que les gens qui disent ça, ce sont des gens qui n'ont pas lu de fantasy adulte avant, qui ont découvert Sanderson en premier lieu, et Fils des Brumes a quand même un sacré problème dans le récit. Je dirai après. C'est un très très bon livre. Ça fait partie des meilleurs livres que j'ai lus cette année. C'est une très bonne fantasy. Pour tout vous dire, le système de magie est extrêmement bien fourni. C'est un des meilleurs systèmes de magie que j'ai lu. Une très bonne histoire. Des très bons personnages. C'est découpé en 2 trames, on va dire. L'histoire d'un homme qui va essayer de créer des rébellions vis-à-vis de la population qui est soumise dans cet univers. Il y a un peu les esclaves et les maîtres, on va dire, les gens libres et les esclaves. Il va essayer de rebeller les esclaves, sachant que lui-même a eu un passé avec les esclaves et qu'il a été enfermé, qu'il s'est libéré, bref, il veut une guerre. En parallèle, tu suis Vin. Alors comme je disais, Vin c'est assez perturbant en français parce que ça te donne envie de picoler pendant toute la lecture. Mais Vin, en fait, c'est une jeune fille qui a été battue par son frère, qui vit un peu dans les bas-fonds, qui a un talent, qui fait de l'allomancie. Et donc tout est lié au métal en fait dans cet univers. Et elle peut un peu contrôler l'esprit des gens, dans les gros traits, grâce à son don. Elle est repérée et elle va faire partie donc d'une bande qui vise à bouleverser le pouvoir et notamment tuer un empereur tyran. Donc en fait, c'est assez classique dans le sens qu'on a envie de renverser un pouvoir, il y a une bande un peu de malfrats. Le seul truc un peu original et vraiment vraiment original, c'est la construction de tout ce qui est autour de la magie qui est extrêmement travaillé. On va dire que l'auteur, tu vois qu'il était vraiment très inspiré par son système de magie et qu'il a construit son univers autour. Alors, c'était génial. Vraiment, c'était génial. J'ai tourné les pages et j'ai lu les 500 premières pages en une journée. Hein, et c'est quand même une bricasse. Vraiment, j'ai été dedans. Y a des bouleversements, il y a des morts, il y a des trahisons, il y a de l'amour. Bref. Simplement, cette critique de Mistborn, vous avez dû la voir partout parce que tout le monde aime. Mais pour ma part, je vais pas dire que ce récit est parfait pour une raison en fait. C'est le problème de Mary Sue. Alors Mary Sue, c'est un plot narratif qui est extrêmement connu, qui est extrêmement chassé, c'est la raie dans Star Wars comme j'expliquais, c'est le personnage qui réussit tout du premier coup. Le problème c'est que Vin, elle n'a pas été éduquée du tout dans la haute noblesse. Elle va être envoyée chez les nobles et directement au premier repas, un des héritiers l'aime trop, elle sait super bien s'intégrer, elle sait jouer dans les rôles de pouvoir, c'est pas très crédible.
Deuxièmement, elle se servait que d'un de ses pouvoirs et après en 2 mois elle sait se servir mieux de tous ses pouvoirs en beaucoup mieux, elle est beaucoup plus badass que tout le monde. Donc voilà, le problème c'est que même si l'auteur l'a fait un peu fragile sur certains points, c'est-à-dire qu'elle est pas parfaite, c'est le seul truc, voilà, elle a beaucoup de défauts. Le problème c'est que des fois je trouvais ça pas crédible en fait, parce que j'étais en mode, mais tu vois, autant les pouvoirs, tu sais, un peu cheatés, je suis en mode bon, d'accord, elle est surpuissante, ça peut arriver. Le problème, moi ce qui m'a posé de problème c'est le truc avec la noblesse, parce que surtout dans les récits de fantasy, tu peux pas me faire croire en 2 mois que t'es capable, alors que t'as vécu au fond d'un trou, de reconnaître les pièges de l'aristocratie, de te mêler, de voilà, tu vois, d'avoir le comportement. Ça c'est vraiment ce qui m'a gêné le plus, et notamment, et vraiment le récit est très très bien, jusqu'à la fin, et la fin en fait, le personnage, il est un peu en mode, comment dire, il a une réaction que je trouve pas du tout crédible non plus. Dans le sens qu'il va se jeter dans la gueule du loup, alors que pendant tout le récit on lui a dit non, 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 non. Des mecs beaucoup plus forts que toi n'ont pas réussi, alors pour qui tu te prends pour réussir, tu vois. Donc c'est vraiment, il y a des moments j'ai trouvé pas ça crédible en fait. Surtout qu'on décrit un personnage qui est hyper paranoïaque au début, tu sais, comme ça, et d'un coup elle va être en mode YOLO, je sauve le monde. J'étais en mode non, tu vas pas me faire croire. Et j'aime pas du tout l'histoire d'amour. Voilà, c'est le deuxième point, parce qu'en fait le prince, voilà, du tombe. En plus le cliché, tu sais, elle a un peu la femme sombre et mystérieuse, et le prince un peu progressiste. Et le problème c'est que je trouve que ça fonctionne pas. Après je vais essayer de voir à la suite, mais eux deux, ça ne m'a pas fait rêver. Je l'imaginais avec d'autres personnages, vraiment plus que avec ce mec là quoi. Pourtant il y a des très bons personnages autres, notamment il y avait un potentiel avec un autre personnage qui un peu lui met le pied en fait dans cette histoire. Voilà, c'est le problème, c'est que je trouve qu'il y a des gros clichés en matière de je me jette dans la gueule du loup, typiquement un shonen. Il y a un moment, je me suis vraiment crue dans un shonen, tu vois. Ce côté Marisu qui est problématique et qui a été quand même beaucoup vu par les lecteurs. Ça reste. Alors là, vous allez vous dire, mais elle a pas aimé, mais pas du tout, hein. C'est une très très bonne lecture. Mais simplement, je veux le remettre en perspective parce que j'entends tous les jours que c'est la meilleure série du monde, tu vois, que Brandon Sanderson c'est le meilleur auteur. Et en fait, quand t'as des tels clichés ou des problèmes dans cette histoire, moi je peux pas être d'accord, tu vois, à 100% avec ça, même si je reconnais que c'est un des meilleurs auteurs de sa génération. On peut pas lui retirer ça, et je vais lire la suite, et je vais lire les archives de Rochard, j'ai Warbreaker, je vais continuer à lire Brandon Sanderson, mais je suis pas aussi emballée que certains le sont, et je veux rassurer aussi les gens qui n'ont pas aimé, parce qu'en fait j'ai quand même demandé plusieurs fois à des gens s'ils avaient aimé ou pas, et j'ai quand même reçu beaucoup de gens qui n'ont pas aimé Mistborn, qui n'ont pas aimé Sanderson, et qui parfois se sentaient un peu coupables de pas aimer, parce que tu sais, c'est un peu l'auteur, si tu n'aimes pas, bah en fait t'as pas de goût. Pour qui tu te prends. Moi j'avais vraiment peur que ça ne me plaise pas, dans le sens que les gens me trouvent pas légitime de parler de fantasy après. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Mais en fait j'ai aimé, mais en fait en même temps je me dis je dois avoir peut-être du recul sur mes lectures maintenant pour ne pas aimer tout ce que les gens aiment. Bref. On va pas en déblatérer, mais rassurez-vous, si vous n'avez pas aimé Brandon Sanderson, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de gens comme vous, simplement c'est pas ceux qui s'expriment le plus. Et pour ma part, je vous conseille quand même cet auteur d'essayer peut-être d'autres livres de lui, parce que ça reste de la très bonne fantasy. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite, et voilà. Donc on m'a dit que les archives de Rochard étaient meilleures, même s'il y avait aussi des clichés. On verra ça, mais Fils des Brumes en plus, alors n'hésitez pas à me dire, parce que tout le monde me parle de la trilogie, sauf que moi j'en ai vu tome 5 ou 6, hein. Je suis allée voir sur le site de la FNAC là, il y en a 5 ou 6, donc je comprends pas, est-ce qu'il y a une deuxième trilogie après, ou est-ce que le découpage français est différent du découpage anglais, je n'en sais rien, mais je ne parlerai pas de ces couvertures qui sont affreuses selon moi, c'est vraiment, je trouve très dommage, en fait l'image est belle, mais je trouve que l'impression est pas belle, et ça c'est pas beau quoi, selon moi, et je trouve ça dommage parce que l'auteur a un très bon contenu, et je trouve que le contenant lui rend pas hommage, on va dire. Donc Brandon Sanderson, ça a été une très belle découverte, j'ai hâte de te suivre, mais je ne te suivrai pas les yeux, comment dire, je ne suis pas amoureuse de ton écriture ou de tes histoires au point de pas voir les défauts. Après, je dis ça quand je parle de Tolkien, je suis totalement amoureuse de l'univers de Tolkien, donc je vois pas forcément les défauts.
je suis pas la mieux placée pour parler de ça, mais absolument à découvrir si vous avez envie. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Le livre ouvert, c'est sa série, une de ses séries préférées, n'hésitez pas à regarder ses vidéos pour vous renseigner plus aussi sur le sujet, mais c'est une série qui a conquis beaucoup de lecteurs, et en ce moment il y a beaucoup d'Américains qui le lisent aussi. J'ai vu qu'il y avait des lectures communes d'Américaines, donc n'hésitez pas. En anglais il paraît qu'il est accessible, je ne l'ai pas lu en anglais, mais j'ai eu des messages en disant que Brandon Sanderson était plutôt facile à lire, et les couvertures sont vachement plus belles, donc tentez. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu Fils des brumes ou d'autres livres de Sanderson, que ça soit bien, en mal, en neutre. Comme ça, ça va peut-être motiver des gens à le lire et avoir des avis. Voilà, le mien, j'ai un avis de lecteur, comme toi t'as un avis de lecteur. Le mien surpasse pas le tien, donc n'hésite pas à t'exprimer là-dessus. Sur ce, je te souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.